Bonjour et bienvenue Ousgouard, où durant toute cette semaine, notre invité est le préfet de Corse, Christophe Mirmand. Bonjour. Bonjour. On va parcourir, si vous le voulez bien, l'actualité de la Corse, l'actualité récente ou un petit peu ancienne, mais qui, quoi qu'il en soit, constitue véritablement les fondements de ce qui fait l'actualité en Corse. Et forcément, on va parler ce matin de la problématique des transports maritimes notamment, puisque le tribunal de commerce de Marseille doit examiner mercredi le 14 les offres qui ont été présentées. On va écouter une courte interview, celle de Pascal Trojan, qui représente la Corsica Maritime, une compagnie d'entrepreneurs insulaires qui a soumissionné pour la reprise de la SNCM. Et on se retrouve tout de suite après. En fait, il faudrait que les bateaux naviguent tous les jours de la même façon et qu'on puisse travailler de la même façon que l'on soit à Marseille ou à Bastia. Aujourd'hui, de toute façon, quand on est transporteur en particulier sur la Corse, il faut bien savoir que notre plus gros poste de fournisseur, c'est les compagnies maritimes. Aujourd'hui, c'est ce qui pèse le plus dans nos entreprises. Donc, il faut qu'on ait un cordon entre Marseille et la Corse qui soit un cordon où il n'y ait jamais de rupture, où on puisse travailler tous les jours. Alors Christophe Mirmand, donc Pascal Trojan, qui représente la Corsica Maritime, a l'une des offres en fait qui a soumissionné devant le tribunal de commerce de Marseille. On sait que la STEF TFE s'est retirée entre-temps et que Baja Ferries aujourd'hui demande à ce que ces offres soient qu'il soit à nouveau dans ces offres aux côtés peut-être de la méridionale. Cette problématique des transports et des transports maritimes en particulier, c'est vraiment une grosse problématique auquel l'État aussi a souvent affaire. Elle est bien sûr essentielle puisque le transport maritime, c'est l'essentiel de l'arrivée du trafic de fret, notamment dans l'île, une grande partie du transport des passagers. Et c'est la raison pour laquelle, déjà depuis la fin des années 1970, il y a une dotation de continuité territoriale d'à peu près 186 millions d'euros qui, tous les ans, est versée à la collectivité territoriale de Corse, autorité organisatrice des transports, pour assurer cette continuité à la fois maritime et aérienne. Et l'enjeu, bien sûr, comme le disait ce chef d'entreprise, c'est de faire en sorte de garantir aux Corses, mais également aux visiteurs, des conditions qui soient optimales pour les liaisons avec l'île ou bien éventuellement le transport des marchandises ou des passagers de l'île vers le continent. Alors la situation de la SNCM aujourd'hui est ce qu'elle est. Le rôle de l'État dans ce qui est advenu, on va dire, cette SNCM aujourd'hui? L'État est actionnaire de la société Transdev et puis il y a bien sûr la responsabilité qui est celle de l'État, celle des pouvoirs publics, de veiller à cette continuité. C'est la raison pour laquelle, je vous l'ai dit à l'instant, il y a une dotation de continuité territoriale qui est versée, qui est attribuée tous les ans par l'État. Et puis il y a aussi l'ensemble des responsabilités qui pèsent sur les pouvoirs publics pour faire en sorte que cette continuité, elle soit effectivement assurée. L'année dernière, en 2014, nous avions connu des difficultés importantes au début de l'été, entre le 24 juin et le 10 juillet de l'année dernière. Ces difficultés, nous n'avons pas eu à les constater en 2015 et je m'en réjouis. Mais bien sûr, d'une manière générale, c'est une vigilance qui est permanente, à la fois ici en Corse et à Marseille. Actionnaire de la Transdev, notamment certains, on va dire, représentants syndicaux ou représentants du conseil d'administration disent que l'État, justement, n'a pas joué son rôle dans la sauvegarde de cette compagnie. En tout cas, l'État y est attentif et je pense qu'il faut être conscient qu'aujourd'hui, la société Transdev a cette responsabilité de veiller au devenir de la SNCM. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre complexe, il est vrai, de la restitution des aides considérées comme irrégulières par l'Union européenne, plus les difficultés qui par le passé ont été constatées pour assurer l'équilibre de l'entreprise. Il y a eu sans doute des inquiétudes, mais aujourd'hui ce que l'on constate, c'est que la saison 2015, elle semble s'être plutôt passée dans des conditions différentes pour la société. Et ce qu'il faut souhaiter maintenant, c'est qu'une décision soit prise rapidement sur le devenir de la société et qu'enfin celle-ci puisse trouver un horizon stable pour son fonctionnement. Alors justement, sur la demande de Baja Ferries qui demande un nouveau report pour pouvoir présenter une nouvelle offre, votre sentiment ? Je n'ai pas de commentaire à faire particulièrement sur le sujet puisque c'est une décision qui incombe au tribunal de commerce et à son président à Marseille, donc j'y serai bien sûr extrêmement attentif. La reprise de la SNCM va obligatoirement coïncider avec une rupture dans l'emploi, puisqu'on le sait, notamment les différentes offres qui sont proposées, il y aura forcément de la casse sur l'emploi. Là aussi, c'est une source de préoccupation puisque les différentes offres proposent une reprise jusqu'à 850 salariés. Par rapport aux offres, par rapport à la situation actuelle de l'emploi, il y aura donc effectivement la nécessité de mettre en œuvre un plan social.
Les conditions d'accompagnement devront être annoncées par Transdev, mais bien sûr, c'est une question encore plus sensible dans l'île compte tenu de son bassin d'emploi par rapport à celui des Bouches-du-Rhône ou plus largement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, bien sûr, c'est une préoccupation forte pour les pouvoirs publics et pour l'État en particulier. Sur l'enveloppe de continuité territoriale, est-ce qu'elle sera constante? Est-ce qu'on connaît les baisses des dotations de l'État? Elle représente 186 millions d'euros. Elle est soumise, comme toutes les dotations de l'État, à une évolution identique, c'est-à-dire à un gel, voire le cas échéant à une réduction. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que cette enveloppe semble suffisante, à la fois pour couvrir les dépenses de continuité territoriale maritime ou aérienne, puisque la collectivité territoriale de Corse a dégagé sur sa mise en œuvre un bonus. Donc il n'y a pas de raison d'anticiper une évolution de ce chiffre. Sur les OSP aériennes, justement, aussi, elles ont été actées à la collectivité territoriale. C'était lors de la dernière session. Oui, c'est une évolution, là aussi, qui a été importante pour les deux compagnies qui assurent cette continuité. Il faut donc, là aussi, être attentif à cette mise en œuvre des nouvelles obligations dans le cadre de la nouvelle délégation de service public, dans un contexte, on le sait, sur l'aérien qui est également délicat du fait des difficultés que connaissent les compagnies aériennes en général et notamment Air France en particulier. Vous avez évoqué, on va faire un petit retour sur le maritime, la condamnation de la France par l'organisme européen, aussi en fonction des aides versées. Ce sont des aides qui ont été considérées comme irrégulières, soit au titre des conditions en 2005 de la privatisation de la société SNCM, soit du fait des aides qui ont été attribuées par la collectivité territoriale de Corse dans le cadre de la délégation de service public. Il est donc essentiel, pour éviter que ces aides ne soient effectivement restituées, que le repreneur de la société, quel qu'il soit, puisse proposer un schéma qui assure une discontinuité économique qui permettent aux yeux de Bruxelles de considérer que ce repreneur ne sera pas lui-même redevable du remboursement de ces aides, qui ne sont pas, contrairement à ce qui a été dit ici ou là, une pénalité, ça n'est pas une sanction, c'est simplement l'obligation qui est faite par Bruxelles de restituer des aides qui ont été indûment versées pour l'Union européenne, indûment versées parce qu'elles ont un effet perturbateur pour la concurrence économique dans l'ensemble européen. Cette discontinuité, c'est ce qui a fait l'objet de nombreux débats. Ça fait l'objet de nombreux débats au titre des offres qui ont été présentées, surtout au niveau du tribunal de commerce de Marseille et bien sûr au niveau de l'Union européenne. Il faut la caractériser, et c'est sans doute délicat, pour permettre de faire en sorte que les aides présumées irrégulières ne soient pas effectivement remboursées, parce qu'il est évident qu'une société qui devrait commencer son activité lestée de 420 millions d'euros de demandes de remboursement serait pas viable et donc pas susceptible d'accomplir sa mission de navigation entre la Corse et le continent. Le positionnement du groupe Corsica Maritime a notamment les entrepreneurs insulaires qui se sont donc portés acquéreurs de la SNCM et qui ont dit que de toute façon leur compagnie verrait le jour. Ça vous inspire quoi ? Là aussi, bien sûr, je serai, comme les pouvoirs publics, attentif à l'évolution de cette situation. Pour l'instant, le tribunal de commerce ne s'est pas encore prononcé. Ce que traduisent surtout ces chefs d'entreprise, c'est la volonté d'avoir de façon claire, de façon lisible, l'assurance de disposer d'une continuité maritime pour le fret, soit pour le fret venant du continent, soit pour les exportations vers le continent. Les événements de 2014 sont restés dans tous les esprits. Et l'enjeu pour ces chefs d'entreprise, c'est en quelque sorte de se dégager d'un certain nombre de contraintes qui pèsent sur leur activité. Bien sûr, donc c'est une question qui mérite toute l'attention des pouvoirs publics. Ces événements de 2014, c'était notamment le port de Marseille aussi, que l'on accuse souvent de prendre un peu la Corse en otage en fait. Non, ce qui s'est produit, c'est la grève de la société, de la SNCM, encore une fois, le 24 juin et le 10 juillet. Il y a eu un bateau qui a été bloqué, le Callisté, un bateau de la CMN, qui a perturbé les rotations de cette compagnie entre le continent et la Corse. Et la Corsica Ferries avait pour sa part continué son activité. Il est vrai que les dysfonctionnements ou les conséquences qui en ont résulté pour les passagers, mais surtout pour le fret,
ont été notables, ont été significatives. Même s'il n'y a jamais eu d'interruption du trafic entre l'île et le continent, les perturbations ont néanmoins été importantes. Et le port de Marseille lui-même a eu aussi à souffrir de cette grève, d'abord parce que cela représentait des perturbations liées au trafic vers la Corse qui en constituent une part significative, et puis il y a eu des effets collatéraux sur les navires de croisière qui sont aussi une activité essentielle pour la cité phocéenne. Merci beaucoup Christophe Mirmand d'avoir passé ce premier rendez-vous en notre compagnie sur Radio Alta Fréquence. On va se retrouver dès demain avec une nouvelle thématique si vous le voulez bien. Merci demain. de votre accueil. Bonjour et bienvenue, nouveau rendez-vous en compagnie de notre invité Christophe Mirmand, préfet de Corse. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir à nouveau. On va parler aujourd'hui du PEI, des fonds européens, en compagnie donc notamment de Jean Biancucci qui s'est positionné sur ce problème, élu à la collectivité territoriale de Corse, également maire d'une commune de la Capa. On va écouter Jean Biancucci, Christophe Mirmand et on retrouve votre analyse tout de suite après. Aujourd'hui, il y a des enjeux qui ne sont pas des enjeux relatifs aux antagonismes de peuples et de nations, mais relatifs à des antagonismes économiques, voire culturels ou sociaux. Donc il faut essayer de régler les choses d'une manière absolument pacifique et l'Europe peut nous en donner l'occasion et les moyens. Parce que pour ce qui nous concerne, nous sommes bien entendu Corse, nous sommes Européens, mais nous habitons aussi des îles. Et les îles entre elles, le propre des îles, c'est que justement elles se touchent. Elles ont les mêmes réalités, elles ont les mêmes obligations et il y a la même problématique tant du point de vue économique que culturel ou social. Donc il faut aujourd'hui faire les choses ensemble et non pas de manière séparée. L'Europe peut nous donner l'occasion dans l'avenir de faire les choses ensemble. Alors, Christophe Mirmand, l'Europe, c'est toujours des relations compliquées, notamment l'Europe des régions, l'Europe des nations, l'Europe des États. L'Europe des États aussi. Les relations de la Corse avec l'Europe sont toujours un petit peu compliquées entre réglementation, déréglementation, dérogation. Je ne crois pas qu'elle soit plus compliquée pour la Corse que pour n'importe quel autre territoire. L'Europe est une chance. L'Europe, pour l'ensemble des peuples européens, c'est notre avenir. C'est notre maison commune, d'une certaine façon. Ce sont des moyens considérables qui sont mobilisés pour permettre un développement harmonieux des territoires et une égalisation progressive des conditions de vie des citoyens européens que nous sommes tous. Donc oui, il y a des réglementations, oui, il y a parfois des mises en œuvre qui sont sans doute difficiles d'un certain nombre de financements communautaires. Néanmoins, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que ces fonds sont essentiels pour la Corse. Ils sont mis en œuvre avec le concours et l'appui de l'État, de la collectivité territoriale de Corse, qui est aujourd'hui autorité de gestion. Et nous avons, je pense, des outils qu'il nous faut optimiser, avec bien sûr aussi ceux qui sont mis en place par l'État. Je pense bien sûr au plan exceptionnel d'investissement. Alors justement, le PEI, on va en parler également, mais sur ces fonds européens, la collectivité territoriale de Corse devrait faire une analyse d'ici la fin de la semaine de l'utilisation de ces fonds européens. Est-ce qu'on peut savoir à quoi ils ont servi ? Le comité de suivi des fonds européens viendra dans quelques jours ici à Ajaccio et également à Bastia. L'enjeu, c'est avec les responsables des programmes européens à Bruxelles de pouvoir évaluer les conditions dans lesquelles sont mis en œuvre ces financements au niveau local. C'est une visite qui a lieu 2 fois par an. Elle s'inscrit dans un calendrier normal et nous avons l'enjeu de présenter à la Commission ce qui a été ici réalisé en Corse au travers d'un certain nombre d'illustrations. Il y aura par exemple la visite de Corsica Agropole en plaine orientale, qui est un site sur lequel sont mis en œuvre des programmes de recherche en matière agricole. Il y aura également une visite à Ascaux. Et puis plus largement, c'est une occasion avec les représentants des différents services de la Commission de balayer les différents programmes et de s'assurer que les financements communautaires sont effectivement bien mobilisés, qu'il s'agisse des financements communautaires pour l'agriculture, le FEADER, qu'il s'agisse du FSE, qu'il s'agisse du FEAMP. Ce sont autant de programmes aujourd'hui que les services de l'État et les services de la collectivité territoriale connaissent, savent mettre en œuvre, savent encore une fois utiliser à bon escient. Et nous avons néanmoins besoin régulièrement d'avoir ces contacts avec l'Union européenne. Alors sur justement l'agriculture notamment, on a vu la problématique à travers la Xylella fastidieuse de ces agriculteurs et d'un
de l'autre côté de ces pépiniéristes qui étaient un petit peu désemparés face à ces politiques européennes. On a vu de fortes mobilisations aussi, puisque libre circulation des personnes et des biens, comme le préconise et comme le dit donc la loi européenne et les accords de Schengen, et puis des problématiques plus spécifiques. Comment est-ce qu'on arrive à harmoniser tout ça ? D'abord, les financements européens, c'est un outil de modernisation pour l'agriculture de Corse. C'est un outil extrêmement important et les conditions de négociation de la nouvelle PAC, la nouvelle politique agricole commune, ont été favorables à la Corse de ce point de vue. Ça a été compliqué pendant un certain temps au travers de cette PAC quand même. Bien sûr, ça a été compliqué, ça a été difficile parce qu'il a fallu qu'au niveau de l'Union européenne soient prises en compte les particularités de l'agriculture de Corse ou de l'élevage de Corse. De la pêche. Ou de la pêche éventuellement. Mais ce sont des négociations qui, je crois, ont permis d'aboutir tant pour le premier pilier que pour le deuxième pilier à un résultat satisfaisant et à une égalisation de la mise en œuvre de ces aides au niveau de l'agriculture de Corse au regard des autres territoires au niveau national. Alors vous évoquiez la Xylella fastidiosa et plus largement les préoccupations sanitaires. C'est un autre aspect bien sûr extrêmement important de l'actualité agricole ici en Corse. Nous avons vécu en 2013-2014 la fièvre catarrhale ovine dans des conditions qui ont été aussi difficiles pour le monde agricole ici en Corse, pour les éleveurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous avons une nouvelle préoccupation avec cette bactérie, la Xylella fastidiosa. Et l'enjeu pour les services de l'État vis-à-vis des producteurs ici en Corse de végétaux, mais plus largement de tous ceux qui sont attachés à ce couvert végétal ici en Corse, c'est de concilier deux impératifs, une exigence d'une part de protection sanitaire et de l'autre, bien sûr, de faire en sorte que la Corse puisse continuer, bien sûr, dans ses échanges à entretenir soit des importations, soit des exportations de végétaux dans des conditions satisfaisantes. Et c'est toute la difficulté, et c'est la raison pour laquelle, depuis le mois d'avril 2015, a été mis en Corse une interdiction de principe d'importation des végétaux pour protéger la Corse contre les risques de contamination possibles, assortie de dérogations pour les seuls professionnels. Et lorsque nous avons trouvé au mois de juillet dernier, c'était à Propriane, vous vous en souvenez sans doute, une plante contaminée à la Xylella, des restrictions ont été mises en place de façon plus sévère puisque aucune introduction de végétaux n'a été autorisée jusqu'à la fin de l'été afin de permettre d'identifier la souche de la Xylella. Et puis, comme je l'ai annoncé il y a quelques jours aux professionnels dans le cadre du comité de suivi que je tiens hebdomadairement avec ceux-ci, eh bien, ces introductions sous conditions vont pouvoir reprendre parce qu'il est essentiel de permettre aux professionnels de disposer des plants qui leur sont nécessaires pour leur activité. Je pense en particulier aux viticulteurs ou aux producteurs de fruits ou bien encore aux pépiniéristes. Mais ces introductions, elles ne se feront que dans un cadre de contrôle extrêmement strict. Le PEI, Christophe Mirmand, on arrive à la fin de la période ? Pas tout à fait encore, parce que le programme exceptionnel d'investissement, vous vous rappelez sans doute que sa dernière tranche, environ 450 millions d'euros, a été signée en juin 2013. Il y a encore donc des crédits à mobiliser avec la collectivité territoriale de Corse pour des projets d'équipement dans l'île. Nous aurons jusqu'en 2022 pour mobiliser la totalité des crédits qui ont été mis en place par l'État. Il y a un programme qui représente depuis 2002 un peu plus de 1,9 milliard d'euros. La parole de l'État, la parole donnée a été tenue en ce qui concerne la mobilisation de ces financements. Notre responsabilité conjointe avec la collectivité, puisque je vous rappelle que tous les financements sont conjointement programmés entre l'État et elle dans le cadre d'un comité qui s'appelle le COREPA, c'est de faire en sorte que ces financements soient tous utilisés et qu'il n'y ait pas de dégagement de crédit qui n'aurait pas pu être mobilisé pour la Corse. Mais mobiliser comment ? Puisque les collectivités souvent se plaignent de ne pas pouvoir, elles, mobiliser leur partie de crédit, notamment à cause des baisses des dotations, par ailleurs. La mobilisation des crédits doit bien sûr aussi reposer pour une part d'autofinancement qui est entre 10 et 20% suivant les projets, suivant les programmes. La plupart des projets parviennent à être mis en œuvre. Alors parfois il est vrai qu'un certain nombre de maîtres d'ouvrage peuvent avoir des difficultés pour prendre en charge la part qui leur revient. Et c'est sans doute nécessaire aussi de prendre en compte cette situation. Et c'est
aussi pour cela, en accord avec la collectivité, que l'exécution du programme a été rallongée de 2 années pour tenir compte nécessairement de cette mobilisation parfois un peu difficile par certaines collectivités de leur propre financement. Si on prend un exemple justement d'à quoi va servir cet argent du PEI, notamment en matière énergétique, il y a des projets qui arrivent? C'est essentiellement plutôt en matière d'assainissement, en matière de route, en matière de transport, en matière également d'enseignement ou en matière culturelle que les financements ont été mobilisés. En matière énergétique, les financements qui sont mobilisés s'inscrivent plutôt dans un cadre différent, soit parce qu'ils sont des financements éventuellement résultant par exemple du programme des investissements d'avenir, ou bien ils sont assurés par les producteurs d'énergie eux-mêmes. Je pense notamment aux travaux qui devront être réalisés pour l'approvisionnement en gaz de la Corse. C'est un travail dans lequel nous nous sommes engagés, là aussi avec la collectivité territoriale. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Les choses avancent ou pas? Les choses avancent puisque nous avons eu un travail très important qui a été réalisé dans le cadre de la préparation de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, conjointement avec la collectivité territoriale. Celle-ci devrait être vraisemblablement définitivement adoptée à la fin de l'année. Nous aurons dans ce cadre une mise en perspective, j'allais dire stratégique, de l'approvisionnement énergétique de la Corse, qui permettra de confirmer les conditions dans lesquelles la Corse sera alimentée en énergie produite avec du gaz. Ce gaz, pour arriver en Corse, il suppose la réalisation d'infrastructures, une barge, une conduite qui sera ancrée, prépositionnée au large de la plaine orientale, au large de Luciane, une conduite, une canalisation de gaz ensuite qui permettra de desservir les 2 centrales de production thermique, celle de Luciane qui a d'ores et déjà été rénovée, modernisée, et celle du Vadzio qui le sera dans un calendrier proche, avant 2023 en tout cas. Merci beaucoup Christophe Mirmand. On va se retrouver demain pour une nouvelle émission et Merci une nouvelle de votre accueil. thématique. À demain. Bonjour et bienvenue. On retrouve notre invité Christophe Mirmand. Bonjour. Bonjour. Préfet de Corse, on va parler aujourd'hui du PADUC. Il a été une nouvelle fois voté devant l'Assemblée de Corse avec 36 voix en sa faveur. 36 voix donc, qui ont acté l'enquête publique qui a été réalisée. L'enquête publique qui avait donné, on le rappelle également, un avis favorable à ce PADUC. On écoute Maria Giudicelli et on se retrouve tout de suite après. Le sentiment de devoir aussi construire un consensus de tous les instants qui par définition est forcément fragile et donc la difficulté ça a été celle de devoir démontrer, expliquer, se défendre aussi parfois face à des extrapolations ou des interprétations qui n'étaient pas du tout objectives. Donc facile aussi parce que le dossier est complexe, parce qu'il a fallu manier des arguments juridiques extrêmement pointus. Pas facile aussi parce que le PADUC aborde tellement de sujets, des sujets d'aménagement, de développement, de préservation, qui peuvent à prime abord paraître contradictoires. Il fallait effectivement concilier tout ceci et donc c'est la recherche de ce point d'équilibre qui n'a pas été un exercice aisé, je le confirme en effet. Alors Christophe Mirmand, la Corse a enfin son PADUC, son document de programmation réalisé par les élus de la Corse. Avec l'appui des services de l'État pour ce qui concerne l'apport technique qui a été assuré par les directions déconcentrées de l'État, notamment la DREAL ou bien la Direction départementale des territoires et de la mer. Mais oui, c'est un document essentiel pour la Corse. Il était prévu déjà depuis plusieurs années. Il joue le rôle notamment d'une directive territoriale d'aménagement. Il est en quelque sorte nécessaire pour donner une vision stratégique à ceux des élus, à celles des collectivités qui ont la responsabilité d'élaborer les documents de planification, c'est-à-dire les PLU. Les maires, en l'occurrence, pourront désormais avoir un cadre général qui leur sera donné grâce au PADUC, grâce à ce document qui vient d'être adopté par la collectivité territoriale. Mais ce document, au-delà, c'est pas un super document d'urbanisme uniquement. En tout cas, c'est pas comme ça qu'il a été présenté par les concepteurs et les gens qui l'ont voté. C'est vraiment un document, on va dire, politique de programmation du développement de la Corse. Un document de planification, c'est aussi une vision politique d'un territoire. Quand une commune élabore son PLU, c'est la vision politique du projet de développement d'un territoire que se donnent les élus au sein d'un conseil municipal. En ce sens, le PADUC, il fixe des lignes stratégiques pour la Corse,
dans les domaines de l'aménagement, dans les domaines de l'urbanisme, dans les domaines également du climat, air, énergie, dans un certain nombre de domaines de planification dont la collectivité territoriale a la responsabilité. Et d'une certaine façon, oui, c'est aussi une vision politique du développement de ce territoire. Il y a des notions à l'intérieur. Alors, ce PADUC est à présent opposable. Ça veut dire que quiconque le désire peut le porter notamment devant un tribunal. Il y a des notions dans ce PADUC, notamment les notions de peuple corse. Dès que j'aurai dans mes services le document, puisqu'à mes yeux, à mon sens, jusqu'à présent, il n'a pas encore été transmis au titre du contrôle de légalité, il y aura bien sûr à ce titre un examen par les services de l'État. Si certaines de ces dispositions, mais c'est de même pour toutes les délibérations des collectivités, doivent faire l'objet d'observations de la part du représentant de l'État, elles seront adressées à la collectivité territoriale de Corse. Comment ça peut se passer? Ça veut dire que le PADUC pourrait être tronqué de certaines de ces... Écoutez, pour l'instant, il m'est difficile d'en parler puisque mes services n'ont pas eu la possibilité encore de l'examiner dans le détail. Il y a eu un travail important qui a été réalisé avec l'Agence d'urbanisme de la Corse, les services de la collectivité territoriale en amont pour permettre l'élaboration du document avant son enquête publique et avant son examen par la collectivité territoriale. Mais il y a eu aussi des amendements, il y a eu des modifications qui ont été introduites. Donc tous ces éléments d'analyse doivent être cette fois-ci examinés au regard du contrôle de légalité, encore une fois qui est une démarche classique et normale pour toutes les délibérations des collectivités, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse des communes, du département ou bien de la collectivité territoriale. Et à partir du moment où cet examen sera réalisé, dans un délai de 2 mois, s'il y a des observations à formuler, je les adresserai à la collectivité territoriale de Corse. Observation, alors dans le cadre général, puisqu'on a bien compris que le document n'était pas, vous n'aviez pas examiné forcément le document définitif qui a été voté, observation qui pourrait se traduire comment ? Le cas échéant, il pourrait s'agir d'observation demandant à la collectivité de modifier le document, voire s'il s'avérait nécessaire de m'amener à demander au tribunal administratif de pouvoir d'y joindre certains éléments qui pourraient être considérés comme irréguliers ou illégaux. Mais pour l'instant, je dirais que je réserve mon appréciation à l'examen du document transmis par la collectivité au titre du contrôle de légalité qui m'incombe. C'est une procédure qui est parfaitement standard par rapport à toutes les délibérations des collectivités. Ces délibérations, elles sont exécutoires de plein droit à partir du moment où elles sont adressées aux représentants de l'État, mais celui-ci a 2 mois pour formuler des observations, le cas échéant demander le retrait ou la modification de certaines de ces dispositions. Et si le représentant de la collectivité n'accepte pas de mettre en œuvre ces modifications, eh bien, il y a une possibilité de saisir le tribunal administratif. Il pourrait se passer ce qui s'est passé dans la délibération et notamment la convention avec l'Université de Corse ? Nous étions dans un cadre différent. La convention avec l'Université de Corse était un protocole qui était signé entre l'université, la collectivité territoriale et l'État. Nous n'étions pas dans un contrôle de légalité stricto sensu. Le contrôle de légalité, il s'exerce vis-à-vis des collectivités locales. Et ces collectivités, lorsqu'elles prennent une délibération, pour que cette délibération soit exécutoire, elle doit être transmise à la représentant de l'État. Et celui-ci, ensuite, exerce son contrôle de légalité. Mais bien sûr, nous sommes dans un rapport qui est celui qui est prévu par les lois de décentralisation. Et s'il devait y avoir certaines dispositions retenues par une collectivité qui apparaissent illégales ou irrégulières, eh bien ces observations pourraient déboucher sur une saisine du juge administratif pour obtenir le retrait de ces dispositions irrégulières. Le consensus dont a parlé Maria Dudicelli, vous en pensez quoi ? Il est essentiel parce que, encore une fois, ce PADUC, il traduit une orientation, une vision politique d'un territoire. Au-delà de ces dispositions techniques, ce sont des choix qui sont portés par les élus qui ont la responsabilité d'une vision de l'aménagement de la Corse. Donc ce consensus, comme dans toute démarche de planification, plus largement comme dans toute démarche administrative, il est extrêmement important pour faire partager ces enjeux par la population, pour les faire connaître, pour permettre à la population de se les approprier et pour permettre ensuite que ces enjeux soient traduits dans un document qui soit lui-même ensuite décliné par les maires dans leurs documents d'urbanisme.
L'avis favorable du commissaire enquêteur par rapport à l'enquête publique, ça fait partie aussi de ce consensus? Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit faire la synthèse des observations qui ont été développées ou qui ont été déposées par la population. Il lui appartient ensuite d'en tirer, si je puis dire, la substantifique moelle et à partir de là d'émettre soit des réserves, soit des recommandations. Oui, l'avis donné par un commissaire enquêteur ou par une commission d'enquête en l'occurrence, c'est bien sûr aussi important, ne serait-ce que sur le plan juridique pour consolider la force d'un document, puisqu'il est vrai qu'on peut passer outre le cas échéant l'avis défavorable d'une commission d'enquête ou d'un commissaire enquêteur, mais cela fragilise forcément ensuite le document en cas de procédure contentieuse. Merci beaucoup Christophe Mirmand. On va se retrouver demain pour un nouveau rendez-vous. Bonjour et bienvenue avant-dernier jour de la semaine en compagnie de notre invité Christophe Mirmand, préfet de Corse. Bonjour. Bonjour. On va parler de la nouvelle organisation territoriale et notamment de la loi NOTRe. On va parler forcément d'une réunion qui a eu lieu très récemment à Paris avec le ministre de la décentralisation, Marie-Lise Lebranchu. Les élus de la Corse sont montés à Paris, comme on dit, pour rencontrer le ministre de la décentralisation. On parle bien sûr de la collectivité unique et des répercussions que cela pourra avoir, notamment sur la réorganisation des services de l'État. On va écouter Jean-Christophe Angelini qui nous a livré son sentiment à l'issue de cette nouvelle rencontre. Il y a là un processus qui est engagé, clairement, dont nous avons rappelé pour beaucoup d'entre nous qu'il ne devait pas se limiter aux questions qui ont été abordées, mais qu'il devait aller beaucoup plus loin, à savoir poser clairement la question des compétences, des ressources, des personnels et plus stratégiquement de la collectivité autonome que nous appelons de nos voeux, car pour nous cette question-là, vous le savez bien, elle reste posée et débattre de l'architecture institutionnelle ne doit pas nous empêcher de poser encore et toujours la question du droit du peuple corse un statut d'autonomie dans l'Europe. Donc, ça a été le cas aujourd'hui de manière claire et précise et je pense que le dialogue en l'état continue de progresser. Christophe Mirmand, donc beaucoup de choses dans cette courte interview. Alors tout d'abord la loi NOTRe qui va inclure donc cette collectivité unique pour la Corse, cette collectivité autonome que certains réclament de leur vœu. Ce que la loi NOTRe prévoit, c'est la fusion en une seule entité de la collectivité territoriale et des 2 départements de Corse. Elle prévoit donc un objectif, elle prévoit également un calendrier, le 1er janvier 2018, et elle prévoit une méthode. La méthode, c'est celle de l'élaboration d'ordonnances qui seront rédigées conjointement avec les élus de la Corse et qui porteront sur l'organisation et les compétences de la future institution, sur le calendrier et les modalités de sa mise en œuvre, et puis sur les aspects liés aux élections et à l'organisation de la consultation qui sera nécessaire en 2017 pour constituer la nouvelle assemblée territoriale. Fusion donc de la collectivité territoriale, des 2 départements. Jean-Christophe Angelini disait on va se préoccuper aussi des questions liées au personnel notamment. Ce sont des questions importantes parce qu'on le voit d'ailleurs au niveau national dans le cadre de la mise en œuvre des grandes régions qui passent par la fusion de 2 ou 3 collectivités régionales actuelles. Il faut à la fois préparer cette fusion à l'échelle de la Corse, faire en sorte qu'elle puisse permettre de déboucher sur aussi une efficience plus grande dans la mise en œuvre des politiques publiques, c'est-à-dire des perspectives d'économie résultant de mutualisation entre les 3 structures. Cela suppose de travailler dans un cadre concerté avec les agents, avec les représentants des personnels, de façon à organiser dans les conditions les plus satisfaisantes une évolution institutionnelle, mais également aussi une évolution administrative qui est importante et qu'il faut bien sûr préparer avec le maximum de soin. Et c'est la responsabilité de la collectivité territoriale et des 2 conseils départementaux. Évolution institutionnelle, les élus, notamment de l'Assemblée de Corse, ont pris des résolutions concernant des évolutions peut-être constitutionnelles aussi. Jean-Christophe Angelini parlait d'autonomie dans l'Europe. Cette question de l'évolution constitutionnelle, elle n'est pas traitée dans le cadre de la loi NOTRe, elle suppose... Elle dépasse, mais comme si la loi NOTRe était une première étape, comme si cette collectivité unique était une première étape. Écoutez, ce qu'il y a sur la table aujourd'hui, c'est un chantier déjà important, c'est celui de la déclinaison de ces dispositions de la loi NOTRe
à horizon du 1er janvier 2018. C'est ce qui figure à l'agenda des discussions entre le gouvernement et les élus de Corse. C'est un travail qui est engagé depuis le mois de novembre 2013 et qui se traduira aujourd'hui, ou plus exactement au 1er janvier 2018, dans une évolution importante dans l'organisation des pouvoirs publics ici dans l'île, avec des effets, des conséquences qu'il faut s'efforcer de préparer au mieux. Politiquement, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette fusion des départements et de la collectivité ? Cela représente surtout, par rapport à une autre réforme importante, la nécessité de prendre en compte cette évolution institutionnelle. Je pense à l'évolution de l'intercommunalité en Corse. Nous avons aussi également décliné cette disposition de la loi NOTRe, qui est une réforme du schéma intercommunal dans les 2 départements. Et en Corse, cette nouvelle organisation intercommunale, elle devra tenir compte de la perspective de la suppression au 1er janvier 2018 de 2 départements. Et donc de la nécessité d'avoir dans l'île des intercommunalités fortes en mesure de dialoguer de façon équilibrée avec la future collectivité unique. Pourquoi faire ? Pour mettre en œuvre les politiques publiques, pour pouvoir, le cas échéant, recevoir des délégations de compétences, pour en tout cas, dans l'équilibre des territoires, représenter des intercommunalités qui disposent de moyens de mettre en œuvre les politiques dont elles sont chargées, de proposer aux habitants de ce territoire des services publics de qualité, tout en ayant un cadre de dialogue entre les élus qui soit celui correspondant le mieux à cette nouvelle architecture institutionnelle. La réforme de services de l'État, c'est tout ça ? Alors, la réforme des services de l'État, par ailleurs, elle est aussi nécessaire. Elle s'inscrit dans un cadre national qui est celui d'une amélioration, encore une fois, de l'efficience des services publics. Efficience, cela veut dire meilleur service public à un coût moindre. C'est une démarche de modernisation qui est déjà engagée depuis de nombreuses années, qui s'était traduite en 2008, 2009, 2010 par ce que l'on a appelé la REAT, la réorganisation de l'administration territoriale de l'État. Cette modernisation de l'organisation de l'État, elle se poursuit par ailleurs. Et ici en Corse, elle devra aussi tenir compte de l'évolution institutionnelle de l'île. Est-ce qu'elle est adaptée justement à la Corse, notamment avec toutes ces zones rurales ? Il y a bien sûr une dimension particulière à la Corse, mais comme dans d'autres départements au niveau continental, c'est aussi pour cela qu'il est important de maintenir notamment des sous-préfectures, de mettre en place aussi des maisons de services publics. Nous y travaillons avec un certain nombre d'établissements comme la Poste, mais également aussi avec les services des conseils départementaux et de la collectivité territoriale. Oui, il est essentiel de faire en sorte que dans la profondeur du territoire, il y ait un accès facile pour l'ensemble des habitants aux services publics au sens large et ceux de l'État notamment. Alors justement, le lien avec la loi NOTRe, les élus bastiais notamment avaient peur que Bastia devienne uniquement une sous-préfecture eu égard à ces ordonnances, selon comment elles seraient faites. C'est quelque chose qui peut se passer ? 2 éléments. Il y a un préfet à Bastia. Il est important, bien sûr, que sa présence soit garantie. C'est un élément essentiel. 2e élément, il y a des services publics à Bastia, des administrations. Là aussi, il n'est pas concevable que ces services publics, que ces administrations soient remises en cause et qu'il y ait une évolution défavorable pour les habitants de ce département. Merci beaucoup, Christophe Mirmand. On va se retrouver dès demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci de votre accueil. Bonjour et bienvenue, on retrouve Christophe Mirmand, préfet de Corse, notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. On va parler arrêt de la violence, amnistie des prisonniers, rapprochement des prisonniers également. C'est un sujet qui touche beaucoup la Corse et les Corses. On va écouter André Pacou pour la Ligue des droits de l'homme de Corse qui prend régulièrement donc des positions par rapport à cette question humanitaire et politique. Je dirais qu'il s'est passé des choses fort intéressantes depuis plusieurs années à l'Assemblée de Corse, depuis plusieurs mois avec le FLNC qui a donc déposé les armes. Je dirais qu'il y a un processus qui, en Corse, se donne les moyens de s'enraciner et de se développer. Et cela, effectivement, la présence de la Ligue explique simplement que nous voulons contribuer à cela, parce que pour nous, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur l'histoire de la Corse. Faut-il encore que le locataire d'en face réponde aussi
à cette demande de processus d'apaisement et de développement. C'est ce qu'aspire la Corse. Donc je crois qu'effectivement, il y a une accélération ces jours-ci. Il y a eu la rencontre aussi avec Christiane Taubira. Il y a la question des prisonniers politiques qui est redonnée sur la place publique de manière forte. Je crois que tout cela, maintenant, il faut vraiment que la société corse s'en empare encore plus. Il faut effectivement que nous ouvrions les portes de la discussion avec Paris. Il faut internationaliser et j'apprends avec beaucoup de satisfaction qu'une délégation des jeunes va se rendre à Bruxelles pour rencontrer des élus européens. Je crois que tout ce travail-là, ça mettra du temps, hein, ne nous faisons pas d'illusions, mais c'est un travail qui va dans le sens d'une histoire qui peut bouger, et tant mieux. Je crois. Christophe Mirmand, le locataire d'en face, écoute-t-il les revendications, les aspirations des élus de la Corse à ce propos ? Écoutez, je ne sais pas qui est le locataire d'en face. Moi, ce que je constate effectivement, et je m'en réjouis, c'est qu'en Corse, il y a une évolution favorable des indicateurs et des agrégats liés à la criminalité, une diminution drastique du nombre des attentats, une diminution tout aussi importante des homicides ou des tentatives d'homicide, une baisse d'une manière générale de la violence, et ce dont je me réjouis forcément comme représentant de l'État dans l'île. Alors on parle plus précisément là du cas des prisonniers. Il y a eu un cas douloureux concernant le rapprochement d'un prisonnier politique qui a fait plus de 15 jours de grève de la faim aussi. Où est-ce qu'on en est au niveau de ces rapprochements ? D'abord, la notion de prisonnier politique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de prisonnier qui soit mis en détention pour un délit d'opinion. Il y a des personnes auxquelles la justice peut reprocher des délits et des actes criminels et qui leur valent éventuellement d'être condamnés et sanctionnés par la justice. Donc voilà ce que je peux considérer. Après, une fois que la justice a prononcé une sanction, il appartient dans un cadre normal, qui est celui mis en œuvre dans le cadre national, au juge chargé de l'application des peines, de mettre en œuvre des dispositions qui permettent, le cas échéant, un rapprochement d'un certain nombre de détenus pour pouvoir répondre à cette attente. Où est-ce qu'on en est de ces rapprochements, justement ? Il y a des engagements qui avaient été pris par la garde des Sceaux il y a déjà plusieurs mois de mettre en œuvre avec attention des dispositions à partir du moment où il était possible de les envisager, permettant de permettre à des détenus de poursuivre leur peine dans l'un des établissements pénitentiaires ici en Corse. Et ces dispositions, lorsqu'elles sont possibles, elles sont effectivement mises en œuvre. Ce processus d'apaisement dont parlait André Pacou, notamment avec le positionnement du FLNC, ça, vous en pensez quoi également ? Vous trouvez qu'il y a vraiment un processus d'apaisement ? Vous pensez que c'est une main tendue ou pas ? Il y a une évolution, je l'ai dit, qui est satisfaisante sur le plan de la criminalité, sur le plan de la lutte contre la violence. J'y vois pour ma part l'efficacité de la lutte menée par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, l'efficacité de l'action judiciaire, et tout cela contribue à un cadre, à une évolution différente. C'est aussi, bien sûr, un apaisement de la vie politique dont je me réjouis et qu'il faut aussi prendre en considération. Tout cela, ce sont des éléments extrêmement importants qui répondent à des attentes fortes de la part de la population ici en Corse, de pouvoir travailler dans un contexte serein, de pouvoir mener une vie familiale, une vie personnelle normale dans cette île, et de pouvoir prendre en compte ce que sont les véritables enjeux. Les véritables enjeux, c'est le développement économique, c'est l'emploi, la lutte contre le chômage, c'est la formation des jeunes, c'est le logement, c'est la santé. Tous ces éléments-là, qui sont les éléments majeurs, doivent être pris en compte dans l'évolution de la Corse. Les différentes délibérations, et notamment celle de l'Assemblée de Corse à propos d'une future amnistie. Ce sont des délibérations d'une assemblée locale et en tant que telle qui ont été portées à la connaissance au niveau national des pouvoirs publics. Sur les chiffres de la grande criminalité. Les chiffres de la grande criminalité et plus largement les chiffres qui sont ceux de la violence, ils évoluent favorablement, je le disais. En 2012, sur les 10 premiers mois de l'année, nous avions, à titre d'illustration, près de 46 attentats. Aujourd'hui, en 2015, il y a 5 attentats qui ont été constatés depuis le début de l'année.
Pour ce qui concerne, là aussi, les vols à main armée, sur une période identique, nous avions 31 vols à main armée qui avaient été enregistrés en 2012. Nous en avons 12 qui ont été constatés depuis le début de l'année, toujours sur la même période. Donc on le voit, et je pourrais prendre également l'illustration des homicides, nous avons en Corse une évolution dont il faut se réjouir en termes de violence, en termes de criminalité, en termes de grande délinquance, qui, encore une fois, est liée en large part à l'efficacité du combat conduit contre cette violence et cette criminalité. Ça veut dire des affaires résolues ? Ça veut dire des affaires résolues, ça veut dire en tout cas des personnes suspectées d'être auteurs de ces violences qui sont interpellées, arrêtées et placées en détention. Cela veut dire très certainement aussi une efficacité de cette action conduite sous l'égide de l'autorité judiciaire par la police et la gendarmerie, avec une efficacité qui répond à une mobilisation de moyens plus importants aussi ici dans l'île. Efficacité des services de renseignement ? Sans doute, efficacité des services de renseignement, efficacité de la coordination de la lutte contre la grande criminalité, parce que cette mise en commun des informations, ce partage du renseignement, cet échange entre les services, y compris au-delà de la sphère des services de la police et de la gendarmerie stricto sensu, de l'ensemble des services de l'État, participe aussi de l'efficacité de la lutte contre le crime organisé. Justement, sur les homicides, les taux d'élucidation, on entend souvent dire qu'ils ne sont pas... Il est très difficile de faire une comparaison avec des homicides qui s'inscrivent dans un cadre, par exemple, familial ou de voisinage. Nous sommes, comme vous le disiez à l'instant, dans un contexte où il existe un banditisme, une criminalité organisée. Et donc les règlements de compte qui interviennent dans ce cadre nécessitent véritablement une mobilisation beaucoup plus importante des services d'enquête dans un contexte qui est beaucoup plus compliqué, et c'est la raison pour laquelle la comparaison doit être là aussi établie avec ce qui peut être comparable dans d'autres territoires sur le continent, c'est-à-dire la criminalité organisée. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut considérer que ce qui se passe en Corse n'est pas différent de ce qui se passe sur le continent lorsque nous sommes confrontés à cette violence, à ce crime organisé, et nous avons la même efficacité, la même mobilisation pour lutter contre ces phénomènes. Les mêmes moyens ? Des moyens même plus importants ici en Corse, compte tenu du caractère de l'île, de la nécessité d'être encore plus en mesure de répondre à cette forme de violence. On n'a pas évoqué la problématique des stupéfiants. C'est une préoccupation forte. L'on constate que la Corse n'est pas à l'abri, malheureusement, de phénomènes de consommation locale que l'on voit augmenter année après année. On constate sans doute par le biais des saisies qui sont opérées par les services de police ou de gendarmerie. C'est donc là aussi la nécessité d'une vigilance extrêmement forte de la part à la fois de l'autorité judiciaire et puis également des services placés sous mon autorité. Cette augmentation de la consommation, elle est liée pour partie à la fréquentation pendant notamment la saison touristique, qui fausse sans doute au regard de la population stricto sensu les chiffres par rapport à la moyenne que l'on pourrait établir par comparaison avec d'autres départements, mais plus largement, elle révèle aussi une augmentation de la consommation locale et donc de la nécessité d'être particulièrement vigilant sur le contrôle des flux d'importation de ces stupéfiants venant en particulier d'Europe du Nord ou bien éventuellement d'autres parties du bassin méditerranéen. Vous abordez donc police, gendarmerie, les services enquêteurs qui travaillent main dans la main, c'est vrai ? Oui, et ils travaillent de façon coordonnée, étroite, à la fois sous l'autorité du préfet et en particulier du coordonnateur de la sécurité en Corse, Nicolas Lerner, qui vient de prendre ses fonctions après Olivier de Mazières, et puis sous le contrôle et sous l'autorité également de l'autorité judiciaire, puisque nous sommes dans un cadre qui nécessite un partenariat, une articulation étroite entre le travail qui est réalisé d'un côté par les services dans un cadre administratif et puis de l'autre sous le cadre judiciaire. Cette coopération, cette articulation, elle est essentielle et est une garantie de l'efficacité. Et elle est réelle. Et elle est réelle. Merci beaucoup Christophe Mirmand d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On vous retrouve au fur et à mesure forcément de l'actualité en Corse et dans nos différents journaux d'information. À très bientôt. Merci de votre accueil.